Voilà, donc nous allons avec Célia présenter donc une communication qui est centrée sur les marchés de la donnée et plus spécifiquement des données personnelles. Deux petites précisions avant de commencer. La première, c'est qu'on s'est aperçu, après avoir fait la présentation, qu'on ne cite jamais le mot algorithme. Donc j'espère qu'on sera pardonné. Mais évidemment, de quoi traitent les algorithmes, sinon des données, et on verra à quel niveau ils interviennent. La deuxième précision, c'est que, en fait, ce travail est issu d'un long compagnonnage qui était initié dans le cadre de l'Institut de la société numérique qu'a dirigé NOSA. Oui, et qui, voilà, donc, là, notamment, on avait tout un groupe d'économistes, de juristes, d'informaticiens qui travaillait sur ces questions d'économie de la vie privée, de droit à la vie privée. Et donc, nous sommes donc un héritage vivant de ce groupe que nous essayons de perpétuer à travers ce nombre de travaux actuels. Alors, d'abord, on va passer effectivement des données aux données personnelles parce que les données personnelles, en fait, ce sont celles qui ont le plus de valeur économique au niveau du potentiel économique. Et c'est celle qui pose donc un problème majeur, à la fois en termes de protection, en termes d'innovation. Alors, je vais partir d'un lieu commun, qui est il faut parfois partir de lieux communs. Les données personnelles, on dit que c'est le pétrole de l'économie numérique. Si on voudrait traduire ça en langage académique, on dirait que ce sont les actifs stratégiques de l'économie numérique. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai jamais compris les opérations de open data, parce que si on dit que les données, c'est l'actif stratégique, pourquoi les partager? Ça n'a pas de sens économique. Alors, elles ont un rôle, enfin, elles ont un triple rôle dans l'économie numérique. Un rôle qui est traditionnel, qui n'est pas spécifique à l'économie numérique, qui est donc de cibler les publicités, de personnaliser les produits, les services. Donc là, c'est un rôle assez classique. Mais deux autres rôles qui sont davantage spécifiques. Le premier, c'est que c'est un mode de financement de l'économie numérique à partir du moment où celle-ci est caractérisée par la difficulté à tirer des revenus directs des activités économiques, puisque pas mal de produits sont gratuits, comme vous le savez. Donc ça vient pallier la gratuité des services. Et puis un deuxième rôle qui est extrêmement important, c'est que ce sont les inputs principaux des services qui sont aujourd'hui proposés, soit en termes de géolocalisation, de consommation électrique, de plateformes d'appareillement comme les réseaux sociaux, de services médicaux ou d'objets connectés. Alors, si on dit que ce sont des données qui acquièrent une valeur, ça implique qu'elles passent par des échanges et par des marchés. Donc on parle beaucoup de marché des données personnelles ou du marché des données personnelles, et c'est d'ailleurs un peu énigmatique, parce qu'on se demande, mais quel marché quels sont les marchés qui permettent d'apprécier ces échanges? Quels sont les marchés pertinents pour parler comme les économistes? Par exemple, sur la question de la concentration, y a-t-il concentration intolérable sur ces marchés, etc. Ok, mais on dit souvent que Google est un quasi-monopole sur ce marché, mais quel est le marché exactement? C'est un peu le problème. Alors, la proposition, c'est de dire qu'il n'y a pas un marché, mais en fait, il y a trois marchés qui s'emboîtent les uns les autres et qui dessinent une économie assez complexe. Il y a un premier marché, alors je mets des guillemets là parce que ce n'est pas vraiment un marché, notamment parce qu'il n'y a pas vraiment de prix. C'est le marché de la collecte primaire, c'est-à-dire les échanges qui s'établissent entre les individus, desquels on extrait des données personnelles à l'occasion de transactions, et puis des collecteurs, des primo-collecteurs. Il y a un deuxième marché qui vient surplomber celui-ci, qui est un marché différent, qui est le marché, un marché d'intermédiation finalement entre ces primo-collecteurs, qui sont extrêmement divers, et puis des agrégateurs de données qu'on appelle les data brokers, les courtiers de données, dont la fonction va être d'agréger les données brutes pour les convertir notamment en profils. Et ce qu'ils vendent, ce sont des profils. Et puis il y a un marché final qui est la vente de ces profils par les courtiers à des annonceurs publicitaires qui, eux, vont en tirer une valeur finale sur le marché des produits et des services. Donc en théorie, si ces marchés étaient parfaitement boîtés, on pourrait dire que finalement la valeur des données personnelles, on va la tirer
du côté de l'exploitation finale de ces données sur le marché des produits et des services, en termes d'augmentation des parts de marché, d'augmentation des ventes, etc. Et puis ça va redescendre, si les marchés étaient bien faits, ça va redescendre donc jusqu'au marché primaire et jusqu'aux individus. Mais ça ne marche pas exactement comme ça. Et c'est une économie, comme l'a suggéré tout à l'heure Fabrice, c'est une économie qui est largement invisible et qui donc est très difficile à pénétrer et à connaître. Je vais d'ailleurs me servir d'un rapport qui a été fait par la FTC, donc la Federal Trade Commission, donc en 2014, qui a posé des questions aux principaux data brokers américains pour savoir un peu qu'est-ce qui se passait dans cette économie-là, parce que personne n'y comprend rien. Alors, il y a effectivement le marché de la collecte, où là, qui est très diversifié, parce qu'à droite, je crois qu'en orange, vous avez en fait la collecte offline, parce que tout n'est pas collecté en ligne. Hein. Puis à gauche, vous avez la collecte online, qui passe par des canaux extrêmement divers. Ça peut être les administrations publiques, ça peut être des commerçants, ça peut être des plateformes, ça peut être des développeurs d'applications, comme le rappelait Fabrice tout de suite, etc. Donc sur ce marché, à proprement parler, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de prix, puisque c'est un échange implicite, finalement. J'obtiens un service contre la cession de mes données. Ensuite, le second marché des collecteurs, donc, qui relie les collecteurs et les courtiers. Donc là, ce sont des chiffres qui sont cités par le rapport de la FTC. Sauf le premier, donc, qui n'était pas recensé, qui est en fait un anglo-irlandais, il me semble, Experian. Axiom, c'est le principal data broker américain. Et donc, vous voyez qu'il est assez fascinant le nombre de données qu'ils peuvent avoir sur les consommateurs. Dans Axiom, ils ont 3000 éléments sur chaque consommateur américain, ce qui est absolument extraordinaire. Et c'est un marché assez complexe parce que, en plus, ces courtiers se revendent des données entre eux. Donc, ils ne s'approvisionnent pas seulement à l'extérieur auprès des administrations ou des commerçants, mais également, ils échangent des données entre eux. Ce qui est d'ailleurs très difficile en termes de transparence à tracer exactement ce que devient une donnée personnelle, par quel chemin elle va passer. Oui, et puis alors le marché final, ça aussi ça figure dans le rapport de la FTC. Finalement, ils vendent 3 produits principaux. Il y a d'abord le produit marketing, en fait le ciblage publicitaire, la personnalisation des services. Ensuite, l'analyse de risque. Très important, notamment aux États-Unis, on ne sait pas trop qui est qui, donc c'est important lorsqu'on veut prêter de l'argent notamment. Puis il y a un troisième produit qui est la recherche de personnes, soit dans un cadre personnel, soit des entreprises qui veulent des renseignements sur des personnes. Alors, bon, tout ceci, c'est un peu une description. La question qui est actuellement discutée, c'est de savoir si dans cette configuration où finalement les consommateurs, les utilisateurs peuvent ressentir une impression ils peuvent se sentir floués parce qu'ils n'ont peut-être pas l'exacte contrepartie de la valeur qui est créée par la cession de leurs données. L'idée, c'est de savoir si finalement on ne pourrait pas monétiser, si les consommateurs ne pourraient pas eux-mêmes monétiser leurs données personnelles, donc sur un marché qu'il s'agirait de créer. Et en plus, l'autre argument qui est avancé, c'est que dans une société qui fonctionne à l'argent, peut-être que le fait que les données personnelles aient explicitement un prix pour les individus, puisque les négocieraient sur un marché, ça permettrait de les responsabiliser, alors qu'on sait que, voilà, en théorie, les gens veillent à leur privacy, mais en vérité, ils s'assoient dessus au niveau de leurs pratiques réelles. Alors, bon, ça c'est un marché qui est assez difficile à établir pour un ensemble de raisons. En fait, d'ailleurs, nous, on a travaillé avec une start-up qui s'était lancée sur ce marché, qui s'est retirée de ce marché. Donc, c'est l'idée qu'on céderait ces données personnelles. Ça, tout de suite, le juriste est hérissé par cette proposition. Donc, c'est un premier problème. Voilà, donc l'idée c'est que de mettre en location, c'est peut-être plus correct, même pas, ces données sur une plateforme,
Et les marques, les annonceurs viendraient capter ces plateformes, ces données sur la plateforme, etc. Bon. C'est un peu le mécanisme. Alors, il y a des objectifs éthiques, etc. Est-ce que les gens acceptent d'eux? Juridiques, Célia va en parler. Et puis également économique, ça n'a pas marché dans notre exemple parce qu'il y a un problème poulet-œuf, d'effet indirect de réseau qui fait que les gens sont très faiblement incités à mettre leurs données sur ces plateformes parce que la pointure de chaussures, ça vaut quoi? Ça vaut 5 €. Est-ce que je vais mettre cette information sur la plateforme? Non, etc. Or, il faut des millions de données pour que les marques viennent sur la plateforme, etc. Voilà. Donc, on peut expliquer économiquement aussi ça. Alors, il y a une question nous, on se pose, sur laquelle on voudrait travailler. On a quelques idées, mais bon, est-ce qu'il n'y a pas un modèle de valorisation des données par les individus qui ne soit pas un modèle de monétisation? Ça, c'est un peu la question qu'on se pose. Et Célia va prendre la suite. Donc, on est parti de ces interrogations initiales autour de la protection de la privacy des données à caractère personnel pour voir comment la valorisation des données pouvait aussi être un enjeu en termes de protection des données. Et donc, ça nous a conduit à nous interroger dans le cadre de ces recherches menées depuis l'Institut de la Société numérique et puis prolongées actuellement à l'issue de dans le cadre de différents projets ANR, sur l'identification de ces nouveaux marchés. Et on a ainsi été amené à nous interroger sur l'émergence de nouveaux marchés qui consistent à mettre au cœur de ce marché l'utilisateur, non pas comme un utilisateur passif, mais comme un véritable agent de ce marché autour de la donnée. Et donc on a essayé, dans le cadre de différents travaux, de penser cette approche data by using, donc de voir comment l'utilisateur pouvait être mis en pouvoir d'agir et comment il devait devenir un véritable agent actif sur ces marchés émergents autour de la donnée. Cette idée, elle a émergé d'un certain nombre de projets. Un certain nombre de projets qui visent à interroger la notion, donc, comme on dit, d'empowerment de l'utilisateur, ou si vous préférez, de mise en pouvoir d'agir de l'utilisateur pour le rendre plus actif dans cet environnement numérique qui, comme l'a tout à fait bien décrit Alain, est marqué par une très forte asymétrie informationnelle et relationnelle entre les différents acteurs de marché, et notamment l'utilisateur. Et donc, ici, je vous renvoie à deux formes d'empowerment, de mise en pouvoir d'agir, identifiées assez tôt par la CNIL dans son cahier prospective sur le corps nouvel objet connecté. Et donc la CNIL a schématiquement présenté deux formes d'empowerment. Tout d'abord, ces empowerment porteurs d'une modernisation des services publics avec les projets de Smart Disclosure, c'est-à-dire de dévoilement intelligent, les projets Blue and Green Button qui étaient menés notamment aux États-Unis. Et on peut aussi identifier un empowerment consumériste et concurrentiel qui vise à éclairer le choix des utilisateurs, mais aussi à faire émerger de nouveaux marchés de la gestion des données personnelles par l'individu lui-même. Et donc, c'est ces mouvements de valorisation de la donnée par et pour l'individu qui sont au cœur de nos recherches depuis 3 ans maintenant. Et donc, ces recherches, on a décidé de les mener en interdisciplinaire pour comprendre véritablement un certain nombre d'interrogations. Vous l'avez vu, pour essayer d'identifier les bonnes notions à employer, échanger sur la nature du droit utilisé par ces nouveaux opérateurs. Est-ce que l'utilisateur cède ses données? Cela suppose qu'il a un droit de propriété sur ces données. La même chose pour l'allocation, donc on va travailler sur le droit d'accès, par exemple, aux données. Sur le plan technique, on est amené à chercher avec l'équipe de l'INRIA Saclay de concevoir ces nouvelles architectures au regard des modèles traditionnels d'exploitation des données, pour savoir si ces nouvelles architectures peuvent être efficientes. Et sur le plan économique, on s'interroge sur la création de cet espace commun de transaction entre les utilisateurs et les entreprises. Alors, on essaye d'identifier de quelle valeur on parle ici, pour qui, pourquoi et comment. Et donc, je voulais juste, comme
il ne s'agit pas ici de vous présenter l'intégralité de nos recherches, mais le cheminement que l'on a, et on vous renverra vers les premiers articles, les premiers papiers qu'on a pu écrire sur ce sujet, de vous présenter finalement deux propositions que l'on a pu faire dans ce cadre. La première proposition, c'est que on a identifié cette donnée comme contrepartie dans l'économie du troc, et pour véritablement mettre en pouvoir l'utilisateur, mettre l'utilisateur en pouvoir d'agir, on a travaillé sur le droit à la portabilité des données qui a été consacré par la loi pour une république numérique s'agissant des données associées au compte utilisateur pour les consommateurs, et puis par le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, concernant les données à caractère personnel, et puis sur d'autres textes qui sont en réforme actuellement. Et donc on a essayé de porter un droit à la récupération élargie des données pour que l'utilisateur finalement se voit restituer non seulement les contenus et les données brutes qu'il fournit activement, mais également les données passives, voire les métadonnées qui sont générées par ces contenus et ces données. Et sous l'impulsion de Philippe Pucheral et Nicolas Anciot notamment, on a essayé de promouvoir une approche Hippocratic Databases pour véritablement identifier l'ensemble des données et métadonnées qui permettent de comprendre quelle est la contrepartie que l'on fournit effectivement sur ce marché contre les services rendus. Ça, c'est le premier point qui nous conduit donc à proposer désormais un droit élargi à la récupération pour bien comprendre la nature et l'ampleur de la contrepartie non monétaire fournie sur ces nouveaux marchés. Notre deuxième proposition, qui se situe dans le cadre de ces empowerment consuméristes et concurrentiels, c'est de bien comprendre tous les effets que peut avoir ce nouveau modèle sur la protection, la mise en pouvoir de l'utilisateur. Et on a identifié dans ce cadre-là un risque d'effet boomerang, qui peut être généré par le fait de confier à l'utilisateur la charge cognitive et la responsabilité quant au traitement de ces données. Et donc, on voudrait désormais identifier véritablement les conditions pour que l'empowerment annoncé de l'utilisateur soit un empowerment efficient et qu'il ne conduise pas en réalité à lui faire reposer sur lui l'intégralité du risque en termes de responsabilité du risque cognitif autour du traitement de ces données. Et c'est à ces conditions, nous semble-t-il, que les modèles de PIMS notamment, les modèles de cloud personnel, les modèles tels que étaient proposés par la start-up du projet Valdo, pourraient être pleinement efficients et pourraient donner lieu à un marché pérenne autour de la donnée grâce à l'empowerment de l'utilisateur.